Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo en Chine. De nombreux accords de coopération économique sont annoncés entre les deux pays. La tension est à son comble entre partisans de Laurent Gbagbo et de Pascal Affi-N'Guesson au sein du Front populaire ivoirien. Chaque camp continue de nier la légitimité de l'autre. Et puis, une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation. Tel est le thème du sommet extraordinaire de la SADC qui s'est ouvert ce mercredi à Harare, au Zimbabwe. Visite en Chine du président Teodoro Obiang Mbasogo. Le chef d'État équato-guinéen y a rencontré son homologue Xi Jinping. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération économique entre les deux pays. Reportage de notre envoyé spécial Emmanuel Miyomono. Le président Teodoro Obiang Mbasogo en Chine pour célébrer les 45 ans des relations sino-équato-guinéennes. Pendant son séjour, le chef de l'État a rencontré son homologue chinois. Au menu des discussions, des questions politiques mais aussi économiques. Le président Teodoro Obiang Mbasogo a également été fait docteur honoris causa de l'Université d'études diplomatiques chinoises. Une université fondée en 1955 et qui forme près de 120 étudiants équato-guinéens chaque année. Le président de la République mérite ces prix car c'est une pièce maîtresse en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Chine et la Guinée équatoriale. Il mérite ce prix parce qu'il a beaucoup travaillé et lutté pour la paix dans notre pays. Aussi pour la paix des jeunes qui vont hériter de la Guinée équatoriale. La coopération entre la Chine et la Guinée équatoriale date de 1960 et porte essentiellement sur les domaines militaires, les hydrocarbures, le commerce, le BTP et la santé. Une relation de qualité que les deux chefs d'État comptent pérenniser. Nous acceptons ce prix avec honneur et dignité. La Guinée équatoriale et la Chine se doivent aujourd'hui de renforcer leurs liens sur tous les plans. Une fois de plus, merci pour cet accueil chaleureux. Plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines commerciaux et technologiques, ont été signés au cours de cette visite. Le séjour chinois du président équato-guinéen a pris fin ce jeudi. Au Burundi, le Sénat saisit la Cour constitutionnelle sur la légalité d'un possible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. L'instance devra se pencher sur l'interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution au cœur de la controverse. Mais l'opposition et la société civile restent pour le moins sceptiques sur le processus, jugeant la Cour constitutionnelle inféodée au pouvoir burundais. Rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien, défiant la justice. Les opposants à Pascal Affi-N'Guesson ont annoncé ce jeudi que l'ancien président Laurent Gbagbo a été élu président du parti avec 99% des suffrages. Une cérémonie d'investiture est d'ailleurs prévue ce jeudi. Les explications de Ibarat Ndiaye. La crise profonde qui secoue le FPI, le Front populaire ivoirien, se poursuit. Deux camps s'affrontent au sein du parti, le camp de Pascal Affi-N'Guesson et ceux de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mardi, les opposants au président du FPI, Pascal Affi-N'Guesson, ont annoncé que l'ex-président Laurent Gbagbo avait été élu nouveau président du parti avec 99% des suffrages au sein des fédérations du FPI. Pour Kofi Kouadio, partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo, la crise au FPI appartient désormais au passé. La crise du FPI, c'est déjà fini. Le comité de contrôle a siégé, le comité de contrôle a appliqué les tests. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Le comité de contrôle, c'est ce comité-là qui est fidèle au test. C'est Affi-N'Guesson essayer de tordre le cou au test. Alors nous avons jugé qu'il fallait revenir aux tests fondamentaux de la structure du FPI. Alors donc, M. Aboudraman Sangaré, depuis lors, le nouveau président du FPI, Pascal Affi-N'Guesson, il a un peu de vertige. Du côté du camp de Pascal Affi-N'Guesson, président du FPI, au regard de la justice ivoirienne, on rappelle que la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo a été invalidée par la justice. Ces derniers attendent le résultat de l'appel de la partie adverse. Le président du FPI est toujours Pascal Affi-N'Guesson, qui convoque un congrès pour très bientôt. Ce congrès électif attend que la justice ivoirienne prenne une décision définitive quant à la candidature supposée du président Laurent Gbagbo.
Et donc, pour l'instant, nous ne pouvons nous prononcer sur ce que des militants font en dehors des structures du parti. Le président Pascal Affi N'Guessan a toujours travaillé selon l'esprit et la lettre du FPI. Tout ce qu'il a fait au nom du FPI, il l'a fait en respectant scrupuleusement les textes. Pour sortir de l'imbroglio politique, la solution pourrait venir de l'ancien président Laurent Gbagbo, selon certains analystes. Comment sortir la crise de l'FPI? Et selon Laurent Gbagbo, il n'y a que lui seul qui détient la clé qui puisse sortir son parti de la gadoue, de cette crise terrible. Il suffit qu'à travers ces canaux de communication, Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre pour que l'ensemble des troupes se retrouvent au sein de l'FPI. Est-ce que cela sera fait l'un d'autre fort? Les opposants à Pascal Affi N'Guessan ont organisé ce jeudi 30 avril une cérémonie d'investiture de leur président Laurent Gbagbo à Mama. Une rencontre qui risque d'accentuer encore un peu plus la division au sein du Front populaire ivoirien. Dans l'actualité également, regain de tension au Mali. 2 militaires et un enfant ont été tués lors d'un assaut de groupes rebelles ce mercredi à Goudam, près de Tombouctou. Le même jour, la localité de Léré, située près de la frontière mauritanienne, a été le théâtre d'affrontements entre l'armée et des rebelles. Une reprise des hostilités qui pourrait fragiliser le processus de paix, puisqu'elle intervient à quelques jours de la date fixée pour la signature d'un accord de paix entre groupes rebelles et autorités de Bamako. Sommet extraordinaire de la SADC sur l'industrialisation. Il se tient actuellement à Harare, au Zimbabwe, l'occasion de considérer l'adoption d'une stratégie commune pour accélérer l'industrialisation au sein des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le point tout de suite avec Egeli Afeto. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se tient à Harare, au Zimbabwe, depuis ce mercredi. Cette rencontre, qui a pour thème une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation, servira de cadre de réflexion sur des projets de développement de ce groupe régional de 15 membres. Les enjeux de ce sommet sur la stratégie d'industrialisation régionale sont surtout le développement économique, la transformation des matières premières et aussi la production de beaucoup de produits pour la sous-région, parce que on peut dire que c'est une région où il y a beaucoup de croissance. On peut parler de Mozambique, de Namibie, de l'Angola. Mais par ailleurs, on peut déplorer que dans cette région, il y a des économies qui ne sont pas à la même vitesse. Par exemple, on peut parler de l'économie tanzanienne qui s'oriente vers le côté libéral, l'économie de l'Angola qui se développe très bien mais mal organisée. On peut aussi parler de Mozambique, le nouveau pays qui a un essor très développé. Et l'Afrique du Sud, dont l'économie commence à stagner. Avec un PIB d'environ 650 milliards de dollars, la SADC a toujours cristallisé les attentes et les espoirs des populations de cet espace communautaire. Mais le fort taux de croissance qu'elle affiche n'empêche pas certains observateurs de nourrir quelques regrets. Ce qu'on peut déplorer, c'est le manque de cohérence, de convergence au niveau de la politique sociale de ces pays. Et aussi, on peut ne pas oublier de parler de xénophobie qui se passe en Afrique du Sud, liée aussi à problèmes économiques de l'Afrique du Sud. C'est un contexte particulier parce que ça se passe déjà au Zimbabwe. On sait bien, on connaît bien le Zimbabwe avec sa politique qui ne va pas dans le bon sens, surtout avec les Blancs zimbabwéens. Et on peut aussi dire que c'est une économie qui n'est pas dans l'esprit, vraiment dans le sens de se développer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce sommet qui prend fin ce jeudi 30 avril devrait déboucher sur l'adoption d'un projet de stratégie et d'une feuille de route vers l'industrialisation de la zone. Culture à présent, un festival de jazz se tient depuis ce mardi à Conakry, la capitale guinéenne. Une initiative du concert Musique sans frontières qui met un accent particulier sur l'initiation à ce genre musical encore méconnu du grand public. Reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Un festival pour valoriser le jazz en Guinée. Après 8 ans d'existence, le concert Musique sans frontières, initiateur de l'événement, met l'accent sur la formation. L'objectif est de promouvoir le jazz chez un public jeune avec un concept baptisé résidence musicale, partagé avec les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Le jazz est une musique qui est très élastique. Mais il faut reconnaître que le jazz est une musique comme toute autre musique qui peut être consommée par tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous avons un programme de masterclass
que nous avons initié à l'Institut supérieur des arts de Guinée, à Dubreka, où il y a eu un formateur qui est venu partager un moment avec les jeunes artistes guinéens qui sont en apprentissage donc, dans cet institut, pour essayer de leur parler donc, de la culture jazz. 22 ans, Gabriel, comme on l'appelle à la faculté, apprend depuis 3 ans la musique à l'Institut supérieur des arts du Guinée. Instrumentiste et compositeur apprenti, il joue du jazz pour la première fois sur scène après plusieurs séances de travail avec un groupe d'étudiants dirigé par un formateur. La résidence musicale semble porter ses fruits. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Le monsieur qui est venu, Eric, il nous a beaucoup parlé du jazz, l'origine du jazz, et puis les gammes dans lesquelles il joue. Et puis, il nous a parlé beaucoup de choses de jazz que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris et que j'ai aimé. Oui, je continuerai à faire du jazz parce que le jazz, c'est une musique classique. Ces jeunes apprentis du jazz partageront cette année la scène avec de grands noms de la musique africaine. Prince Diabaté, l'un des pionniers de la kora, est attendu à ce festival. La Côte d'Ivoire, le Mali et les États-Unis sont les pays invités. Au total, 8 concerts seront tenus durant les 3 jours du festival, qui sera aussi consacré à une exposition en live sur l'histoire du jazz des premiers esclaves africains aux fulgurances électriques d'aujourd'hui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.